Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Clôture du dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mardi. C'est pratiquement à minuit que les partis politiques ont commencé à faire leur entrée au sein de l'institution. On fait le point dans ce journal. Muhammadu Buhari a été réélu président du Nigeria avec 56% des voix selon les résultats communiqués par la Commission électorale dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis au Venezuela, depuis que Nicolás Maduro a ordonné la fermeture de la frontière entre le Venezuela et le Brésil, des Vénézuéliens empruntent des chemins illégaux pour traverser la frontière. Bienvenue dans ce journal. Le dépôt des dossiers pour les législatives lancées par la Commission électorale nationale autonome Sénat le 21 février dernier a pris fin ce 26 février 2019 à minuit. C'est à partir de 0 heure que les différents partis politiques ont commencé par faire leur entrée. Le parti FCDB de l'ancien ministre Soumanou Toleba a ouvert le bal, suivi de l'Union progressiste, les Républicains, modèle de Jacques Ayadi, USL de Sébastien Javon, l'UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio et le PRD de Maître Adrien Ngbeji. Une fois dans la cour de la Sénat avant la fermeture du portail, ces différentes listes ont pris le temps de vérifier les différents dossiers. Le PRD a été le premier parti à recevoir son récépissé provisoire. Les autres partis ont suivi. Nous vous proposons de suivre le président de la Sénat à la fermeture du portail et quelques mandataires de partis après le dépôt de leur dossier. À partir de minuit, nous avons fermé le portail. Ce n'est pas nouveau ça, nous avons l'habitude de le faire. Par conséquent, je ne trouve pas que la Sénat soit responsable du non-dépôt des dossiers ou de la non-entrée des partis politiques qui ne sont pas présentés à l'heure. Nous allons vérifier la recevabilité, la conformité des dossiers qui ont été déposés et après quoi, nous allons donner le récépissé définitif, quitte à ce que, si quelqu'un a eu un dossier, son dossier rejeté, quitte à ce qu'il saisisse la Cour. Voilà comment nous travaillons. Nous n'avons rien à cacher ici. Oui, nous venons d'obtenir notre premier livret. Nous sommes venus faire notre déclaration de candidature pour les élections qui s'annonce pour le 8 avril, conformément aux dispositions de la loi et au communiqué aux dispositions de la Sénat. Nous l'avons fait dans la discipline, nous l'avons fait dans le calme. Avec la commission qui a été mise en place sous la supervision des différents commissaires. Donc j'ai le plaisir de pouvoir vous montrer ici le récépissé provisoire qui a été délivré au bloc républicain. Je tiens à dire également, et il vous est loisible de vérifier, que nous avons reçu les félicitations du président et de la vice-présidente ainsi que de l'ensemble de la commission, puisqu'ils ont noté que nous avions un dossier parfait, sans aucune observation, sans aucune faute. Le bloc républicain espère dans quelques jours recevoir évidemment le document définitif nous permettant enfin de nous mettre en ordre de bataille pour les joutes qui s'annoncent et pour lesquelles nous avons bon espoir de convaincre les populations de notre pays. Le Bénin accueille du 26 février au 1er mars 2019 l'atelier régional sur les plans stratégiques 2019-2022 du cadre intégré renforcé. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la matinée de ce mardi 26 février à Cotonou en présence des autorités béninoises, des partenaires, des membres des délégations étrangères et acteurs du cadre intégré renforcé. Cano François, Humbederinto, Fiacre Voitan. Ils sont venus de plusieurs pays, les acteurs du cadre intégré renforcé CIR, pour cet atelier régional sur le plan stratégique 2019-2022 du CIR. Lancé officiellement à Cotonou ce mardi 26 février 2019 par Phileas Patimvo, directeur de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce et représentant du ministre, ce rendez-vous international est un cadre adéquat pour les acteurs du commerce afin qu'ils réfléchissent sur comment former
forger de nouvelles voies pour les pays les moins avancés dans le commerce mondial et régional. Dans son mot de bienvenue, Jean-Bernard Favi, directeur général du commerce et point focal national du CIR, est revenu sur ses missions et attributions. Le cadre intégré renforcé est un mécanisme multilatéral d'aide pour le commerce axé sur les PMA. Il offre une occasion unique d'élaboration de nouvelles politiques et stratégies commerciales lorsque cela est nécessaire et à utiliser le commerce comme un instrument d'atténuation de la pauvreté en contribuant à un développement économique durable et inclusif. L'appui du cadre intégré renforcé aux acteurs du commerce, y compris les petites et moyennes entreprises, les femmes et les jeunes dans les PMA, a sa raison d'être et demeure fondamentale. Plusieurs interventions, dont celle du représentant du facilitateur des donateurs du CIR et celle de la coordonnatrice des donateurs, ont précédé le discours d'ouverture du directeur de cabinet. Une occasion qu'il a saisie pour notifier l'intérêt particulier du taux et la qualité de participation de ces acteurs du CIR à cet atelier régional. Le taux et la qualité de votre participation remarquable à cet atelier consacré, comme vous le savez, au plan stratégique 2019-2022 du programme du cadre intégré renforcé est un signe manifeste de l'intérêt et de la priorité que les différents pays et institutions que vous représentez accordent au commerce, levier certain et indispensable de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté dans nos pays. Il me plaît, à cet égard, de relever, pour m'en réjouir, que cette forte participation me paraît la condition essentielle, nous permettant ensemble de relever le défi de l'atteinte des objectifs du développement durable. La cérémonie d'ouverture a été marquée par non seulement des allocutions, mais aussi par des animations culturelles, une aubaine pour les participants de faire une petite immersion afin de découvrir nos richesses et valeurs culturelles. Suppléer au manque criard de magistrats de haut niveau dans les instances juridictionnelles de notre pays, dont la Cour suprême, a amené le gouvernement à soutenir la proposition de loi modifiant et complétant la loi 2001-35 portant statut de la magistrature en République du Bénin. Cette loi a été examinée et adoptée par les députés à l'Assemblée nationale. On fait le point avec Amen Didier Rumpenoudji et Romaric Devauchy. Cette proposition de loi portant renforcement de la gouvernance publique vise à prévenir des actes de conspiration contre l'État béninois dans la signature de contrats qui par finir portent préjudice à l'État et où des milliards de francs CFA sont payés à des tiers. La Commission des lois et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale a produit ainsi son rapport pour éclairer les députés. Cette nouvelle gouvernance se traduit très souvent par des agissements conscients de certaines autorités politiques ou administratives qui exposent l'État à engager sa responsabilité, compris le plus souvent par des condamnations excessives. Ces condamnations sont les effets induits des actes de corruption, de concussion et de toute forme de production d'agents et d'opérateurs privés aux dépens de l'État dont les juridictions répressives sont susceptibles de connaître. Pour rappel, les condamnations prononcées contre l'État de 2011 à 2016 par les juridictions nationales et étrangères, arbitrales et étatiques sont évaluées à plus de 150 milliards de francs CFA. C'est pour prévenir, tout au moins réduire ces risques, que la présente proposition de loi est soumise à la représentation nationale. Et juste après ce rapport qui invite les parlementaires à son vote, la parole a été donnée aux députés qui ont émis leurs avis. Quel homme d'affaires béninois, enfin, quel homme d'affaires étranger béninois entrerait en contrat avec l'État béninois
avec la certitude que lorsque des préjudices qui ont été causés auront été reconnus et qu'il faille réparer, la responsabilité incombera à un fonctionnaire dont la capacité à réparer le préjudice est absolument nulle. Que dans notre pays, l'État est toujours la vache à lait. On organise des conspirations sur le dos de l'État. C'est l'État qui va payer pour des milliards, l'État des caisses. Même l'agent même qui est responsable de la faute est complice à des moments donnés. Quand est-ce qu'on va pouvoir développer le pays? Il faut arrêter ça. On ne peut pas envisager une sorte de proportionnalité, j'allais dire, dans les sanctions, lorsque cela implique des États tiers ou d'autres, peut-être, entreprises multinationales. Est-ce qu'on peut empêcher l'État, un État digne de ce nom, de se protéger contre la mafia? Je crois quand même qu'il est temps que l'État discipline ses agents. Les inquiétudes émises par les députés Éric Rouleté et Nassirou Bako Aripari ont été élucidées par le ministre Garde des Sceaux et le président de la commission des lois. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji, qui en voit la pertinence, recommande tout de même l'adoption du texte et le reste reviendra aux juridictions. Agissement, conscience, c'est écrit dans le rapport. Mais quand on lit nous allons voter le texte comme ça et puis les juges procéderont à l'interprétation du moment venu. Enfin, ce texte de loi sur le renforcement de la gouvernance en République du Bénin a été examiné article par article et adopté à l'unanimité des députés présents et représentés, moins une voix. Vous le savez déjà, Terence Tan n'est plus le concepteur du Cheng System, est décédé. L'information dans le cercle des culturels, des artistes culturels béninois est confirmée par une des épouses de l'artiste disparu. L'artiste, a-t-on appris, serait récemment en soins en France pour un traitement de diabète et autres soins pulmonaires. Suivez ce commentaire de Fréjus Servan. 26 février 2019, mardi noir pour le Bénin en général et le monde artistique en particulier. Mohamed Ibitoche Stanislas Toron, alias Papi Grande, a tiré sa révérence. Surnommé le roi du Cheng System, il a modernisé le Tchengouma, une musique traditionnelle béninoise. Ses textes sont pour le plus souvent des invites au civisme, comme sur son titre « Allons voter » où il dénonce l'achat de conscience en période électorale et invite les citoyens à exprimer leur vote. Terence Tan sait aussi être incisif quand il s'agit de rappeler à l'ordre les dirigeants de l'humour pour tirer sur la sonnette d'alarme. Le roi du Cheng System en avait aussi la magie. En témoigne son titre « À quand la fin des réformes ?» un peu comme pour porter la voix des citoyens face aux réformes du président Patrice Talon. Monsieur le Président, à quand la fin des réformes? Tu nous as dit de serrer les ceintures. La potion sera amère. Tu nous as dit de serrer les ceintures. Premier trou, deuxième trou, je suis au quatrième trou. Monsieur le Président, les réformes nous ont tout manqué, les réformes m'ont formé, les réformes m'ont chicoté, Alpha Tajuma Ate,
Icône de la musique traditionnelle, Torrance Tan totalise près de 30 ans de carrière musicale avec à la clé plusieurs albums. La 4e édition de son festival, Fan Chink Music Festival, a eu lieu en décembre 2018. Ce mardi 26 février 2019, il passe de vie à trépas en laissant derrière une grande famille de fans. Il n'y a plus de train à la gare, je vais à Perpignan. Il n'y a plus de train, je vais à Lyon, je vais dormir à la gare. L'actualité hors du Bénin à présent, la commission électorale du Nigeria annonce la réélection de Muhammadu Buhari au poste de président du pays le plus peuplé d'Afrique avec 16,90 millions d'habitants. Avec 56% de voix, l'annonce officielle de sa victoire n'avait pas encore été faite par l'INEC, mais en comptabilisant les résultats de 36 États du pays ainsi que de la capitale fédérale d'Abuja, le président sortant menait avec une avance de près de 4 millions de voix par rapport à son principal rival Atiku Abubakar, 41%. Muhammadu of the APC. Buhari Mahamadou de l'APC a obtenu 47 votes. 15 191 847 voix. Abubakar Atiku Abubakar Atiku du PDP a scored obtenu 11,262,978 978 voix. J'annonce par la présente que le certificat de réélection sera remis au président élu et au vice-président élu à 14h demain dans cette salle. Désolé. À 14h aujourd'hui dans cette même salle. Merci et bonne journée. Thank you and good morning. Et quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées dans le quartier général du parti au pouvoir, le congrès des progressistes APC à Abuja, pour sabrer le champagne au son de l'afropop. On suit quelques-uns. C'est une victoire pour les Nigérians. Nous, Nigérians, nous sommes heureux parce que le président a fait du bon boulot dans les domaines de la corruption et tout ça. Donc, on est très content de sa victoire. Le président a mené des politiques solides qui ont besoin de se cristalliser pendant les 4 prochaines années. Donc, les répercussions de ce qui a été fait ces 3 dernières années et demie, nous allons commencer à en profiter dans les 4 prochaines années. Et puis au Sénégal, des membres de la coalition de l'opposition sénégalaise IDI 2019 ont tenu une conférence de presse pour répondre aux affirmations du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, selon lesquelles le président sortant Macky Sall aurait remporté le premier tour des élections avec au moins 57% des voix. Il critique vivement cette initiative qu'il qualifie de tentative de jeter les bases d'un coup de force électoral. Suivant ici des membres de la coalition de l'opposition. Nous demandons aux populations sénégalaises de tous bords politiques, à la presse nationale et internationale, de ne tenir aucun compte de ce mensonge proféré à dessein dans le but de troubler l'ordre public et sans doute mieux faire passer une forfaiture en préparation. Ce mensonge programmé et totalement irresponsable avait pour objectif de remettre en cause la paix dans notre pays et ainsi créer un contexte propice à un coup de force électoral. Qu'il y a une volonté manifeste, clairement affichée, de la part du régime en place de détourner le vote des populations. Depuis que Nicolas Maduro a ordonné la fermeture de la frontière entre le Venezuela et le Brésil, des Vénézuéliens empruntent des chemins illégaux pour traverser la frontière. Ceux qui veulent repasser côté ni Venezuela transportent généralement des médicaments et de la nourriture pour les apporter à leurs proches. Les autres veulent rejoindre le Brésil faute de pouvoir faire vivre leur famille au Venezuela.
On a passé 5 jours à Santa Elena. On avait faim, on n'avait rien. On dormait sur une place pour pouvoir arriver ici. On y est arrivé en parlant avec des gardes. Ils nous ont laissé passer et nous ont dit comment arriver par les chemins de traverse en se cachant de tous ces gens, les soldats qui bloquent la frontière. La situation est trop difficile. Ils font des choses trop horribles. J'ai dû venir ici et abandonner la police. J'ai déserté. Je ne peux plus retourner au Venezuela. Si j'y retourne, je vais me faire arrêter. C'est très difficile de passer avec ces gardes. Ils ne veulent pas qu'on passe avec la nourriture. Ils ont bloqué la frontière. Tout est problématique. On ne peut plus travailler, on ne peut plus manger avec la frontière fermée. Les Vénézuéliens viennent acheter ici et nous, les passants, on essaie de s'en sortir avec ça. On doit passer par cette colline, cette montagne, pour essayer de gagner un peu d'argent. Un membre de notre famille est malade et a besoin d'une intervention chirurgicale. On a ici des médicaments pour l'aider et pour qu'il puisse être opéré. Pendant ce temps, le Venezuela a accueilli plusieurs tonnes de vivres et de médicaments en provenance de la Russie. Notre chaîne partenaire RT France nous en fait ici le point. Un premier convoi de 7 tonnes composé de médicaments et d'équipements médicaux à destination des hôpitaux publics du pays. Au total, 300 tonnes d'aide en provenance de la Russie devraient arriver au Venezuela. Nicolas Maduro, qui accepte cette aide, a également déclaré accepter la proposition d'assistance technique humanitaire de l'Union européenne. Écoutez l'ambassadeur de Russie à Caracas. Étant donné que cette première partie de la livraison russe est réalisée dans un contexte de frénésie médiatique, j'aimerais souligner ce qui suit. Nous pensons que ce type d'assistance doit être fourni dans un environnement strictement dépolitisé. C'est pourquoi la Russie fournit son aide de manière civilisée, et je voudrais souligner le mot civilisé, c'est-à-dire en utilisant les voies d'organisations internationales renommées. Nous sommes toujours disposés à tendre la main au peuple et au gouvernement du Venezuela afin de renforcer davantage l'amitié inaltérable qui unit nos deux pays. 60 ans d'ancienneté avec son compagnon, 93 si l'on inclut son père. Morgan fait partie de l'une de ces familles Ford qui se prépare avec un mélange de colère, de résignation et de nostalgie à la fermeture de l'usine de Blanquefort près de Bordeaux. Une fermeture de plus en plus probable après le rejet par le constructeur américain de la nouvelle offre du Strasbourgeois Punt Powergrid. Reportage. Aujourd'hui, Morgan et son compagnon embauchent pour l'après-midi, de 14h à 22h. Mais depuis quelque temps, le cœur n'y est plus. Morgan et Eric sont employés chez Ford Blanquefort, à côté de Bordeaux. À eux deux, ils cumulent 60 ans d'ancienneté dans ce qui fut considéré comme un fleuron industriel. Ils font partie des 850 derniers salariés de cette usine qui comptait à son apogée plus de 3600 employés. Une réussite à l'image du parking gigantesque. Toutes nos excuses pour cet élément, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain.